Le pavillon annonçait plus que la mort. En avant, sortez les glorieuses fanfares. Si je m'en souviens. La jeunesse ne connaît pas le danger, c'est ce qu'on disait. Celui qui s'oppose à nous aura affaire à nos poings. Le pavillon annonce plus que la mort. C'était comme ça. Je n'avais jamais rencontré d'Anglais, mais je les haïssais. Il s'en est écoulé du temps avant que la haine s'évanouisse. Nous étions si fanatiques à l'époque. C'est à se demander pourquoi il a fallu que tout cela arrive. Puisque nos ennemis d'hier sont nos amis d'aujourd'hui, il n'y avait qu'à commencer par là. Imaginez un navire si puissant qu'il pouvait mettre à genoux une nation entière. Pour moi, le Bismarck était l'étoile de la mort. Une forme mécanisée de l'art martial dont on ne peut qu'espérer qu'il n'en existera jamais plus. Ce monstrueux amas d'acier tenait bon, quel que soit l'acharnement des Britanniques à le pilonner. Et quand il a fini par sombrer, c'est devenu une légende, enflammant l'imagination humaine comme l'avait fait le Titanic. Considered by most naval experts to be the most perfectly equipped fighting ship in the world, was spotted leaving the Norwegian port of Bergen for the high seas. Britain's largest warship, the Hood, joined in the hot pursuit. Events were to end tragically for the majestic English craft as she was sunk by the Bismarck during the ensuing battle. But England was to have its revenge. The battleships Rodney and King George steamed to the scene along with over 100 other vessels. After a pursuit of almost 2,000 miles, the Armada caught up with the Bismarck some 400 miles west of Brest, France. It was the Dorsetshire who finally landed the coup de grace that sunk the mighty German battle wagon. Only 100 of her crew could be saved. The rest had gone down with their ship. The highly vaunted Bismarck had been sent to the bottom in one of the most historic moments of World War II. Hey, Yuri, Captain. Yuri, how you doing? Permission to come aboard? All right. James Cameron arrive en Allemagne avec une équipe de 32 techniciens, chercheurs, historiens et survivants du Bismarck pour visiter le navire océanographique russe Akademik Mstislav Keldysh. Parmi les 90 membres de l'équipage russe, nombreux sont ceux qui ont accompagné Cameron lors de ses deux précédentes expéditions. L'équipe de l'expédition s'est préparée pendant 1 an pour relever le défi technique que représente l'exploration du Bismarck. J'adore ça. Pour moi, c'est une alternative à la réalisation de films. C'est le même défi technique et émotionnel. Je peux y employer mes capacités de cinéaste, mais il n'y a pas que l'aspect réalisation. Il s'agit de mettre au point une technologie, et puis descendre dans un environnement aussi hostile est un défi personnel. Il faut faire les choses bien, en toute sécurité, et revenir avec des résultats, vous voyez. Je trouve ça passionnant. Hello, Major. Hello, Carl. Here we are. Welcome aboard the Keldysh. Au cours de 2 expéditions, j'ai travaillé tant et plus sur l'épave du Titanic sans jamais avoir vraiment de contact avec les survivants, sans connaître leur point de vue émotionnel. Il a toujours fallu que j'imagine, que je reconstruise mentalement à partir de ce qu'on a pu écrire. Le fait de les avoir là me met en prise directe sur l'affaire.
C'est un grand plaisir de descendre ce superbe canal avec toute cette verdure de part et d'autre. Ça me rappelle le passé. J'ai emprunté ce canal 2 fois au cours de cette période. Une fois opérationnel, le Bismarck appareille pour la mer du Nord via le canal de Kiel pour entreprendre ses essais en mer. 6 décennies plus tard, le Keldysh reprend le même chemin. Si je me penche sur le passé, je me dis que nous avons été manipulés par le gouvernement de l'époque. Nous étions jeunes, nous avons risqué nos vies. Pour qui? On nous avait élevés comme ça. Je suis né en 1923. J'avais 10 ans quand Hitler a pris le pouvoir. En tant que jeune, on a eu droit à tous les exercices, les jeunesses hitlériennes, tout ça. Et le samedi, c'était le repos national. C'est là qu'on faisait toutes sortes de sports, du tir, etc., etc. Aux jeunesses hitlériennes, j'étais dans la section marine. Mais la vraie raison de ces jeux, c'était de nous préparer pour de bon. Aujourd'hui, Adolf Hitler symbolise le mal absolu. Mais pour Karl et Walter, pour des milliers de jeunes garçons comme eux, c'était un dieu vivant. Il les guidait au-delà de la moralité, il les emportait dans l'hystérie du culte nazi. Il canalisait leur colère et leur patriotisme avec une précision calculée, enflammant leurs jeunes esprits mieux que n'importe quel rockstar. Ils étaient forts et pleins d'orgueil. Ils participaient à quelque chose de grand, d'immortel, rien ne pouvait les atteindre. La pensée de la mort, qu'il s'agisse de la leur ou des meurtres qu'on les envoyait commettre, tout cela était noyé dans ce rugissement. Sieg Heil. Sieg Heil! Il faut bien reconnaître que notre génération se serait fait hacher menu pour Hitler. Je peux bien le dire à tout le monde. Ça peut paraître dément, mais nous étions fiers de mourir pour la patrie. C'était comme ça. Comme s'il y avait là quelque chose d'héroïque. Vous voyez là l'endroit où a été construit le Bismarck. Toute cette partie de carénage lui a été consacrée. C'est ici qu'il a été mis à l'eau. Le Bismarck est construit en secret à Hambourg et lancé en 1939. Cette cathédrale d'acier concrétise l'ego démesuré de Hitler. C'est la machine à tuer par excellence, l'étoile de la mort de son temps. Avec ses 250 mètres, il est presque aussi long que le Titanic, mais il fait 10 mètres de plus en largeur et il est si lourdement cuirassé qu'il pèse presque 2 fois plus. Malgré sa masse, il peut filer à 32 nœuds grâce à des moteurs développant 150 000 chevaux. Chaque fût de ces canons de 380 pèse 12 tonnes et demie. Il peut détruire un navire à 25 km de distance. Krupp a spécialement mis au point l'acier du blindage latéral. Faisant plus de 30 cm d'épaisseur, il est conçu pour résister aux feux des torpilles et aux obus du plus gros calibre. Par ici, on trouve encore des plaques de blindage du Bismarck. Après toutes ces années, je les reconnais encore à cause des entailles qu'on faisait pour analyser l'acier. Pas mal, hein? La stratégie navale allemande est alors sans pitié. L'unique finalité du Bismarck est la prise en chasse des convois de l'Atlantique Nord et la destruction des navires chargés d'approvisionner l'Angleterre afin d'affamer le pays et de l'obliger à se rendre.
Coulez les vaisseaux, tuez les équipages, ne faites pas de prisonniers. Rapide, meurtrier et pratiquement invulnérable, le Bismarck est un redoutable prédateur. Il faut l'arrêter avant qu'il n'atteigne l'Atlantique et ne commence à y faire régner sa terreur. Dans l'après-midi du 22 mai, le Keldysh s'élance vers la haute mer à l'ouest du Danemark. 61 ans plus tôt, jour pour jour, le Bismarck met lui aussi cap à l'ouest, file vers la haute mer et commence sa course ayant quitté l'abri sûr du port norvégien. Le Keldysh n'a ni canon ni cuirasse, c'est un bateau de paix, le plus grand navire de recherche océanographique au monde. En russe, Mir veut dire paix, et le Keldysh est le vaisseau de surface de 2 submersibles des grands fonds, appelés Mir 1 et Mir 2. Il n'existe que 4 submersibles capables de plonger à 6000 mètres, et 2 sont gérés par le Keldysh. Les Mir sont le seul double système de submersibles au monde, et leurs batteries sont plus puissantes que celles de n'importe quel sous-marin, ce qui les rend idéales pour découvrir des profondeurs où n'a jamais pénétré la lumière du jour. Le docteur Anatoly Sagalevitch, directeur du programme Mir, a non seulement conçu ces submersibles, mais il les pilote aussi lui-même. En tant que chef du programme russe de submersibles habités, Anatoly est aussi pilote et chercheur en chef, ainsi que maire inofficiel d'un village de marins du nom de Keldysh. C'est Mike, le frère de James, qui a conçu et réalisé l'essentiel de la technologie sous-marine utilisée pour l'expédition. Ces véhicules télécommandés, ou ROV, pour Remotely Operated Vehicles, vont photographier pour la première fois l'épave du Bismarck de l'intérieur. Ces robots ont été surnommés Jake et Elwood. Ce ROV a été conçu pour aller à l'intérieur de l'épave. Un robot normal muni d'un filin s'accrocherait vite quelque part. Celui-ci dévide lui-même une fibre très fine à la manière d'une araignée qui tisse sa toile. C'est-à-dire que s'il opère un virage ou contourne des fragments, il produit tout simplement plus de fils. Vous pouvez donc entrer par une porte ou une fenêtre et ressortir par n'importe quel autre endroit de l'épave. Il a fallu 3 ans à Mike et à son équipe pour mettre au point cette technologie. On a imaginé tous les cas de figure quant à la façon dont le robot allait se promener à travers l'épave. Et on s'est efforcé de caser un maximum de techniques sous le plus petit volume possible. La conception est si pointue qu'aucun composant existant ne pouvait être utilisé. Il a fallu concevoir et réaliser chacune des pièces. Jake et Elwood transportent chacun plus de 600 mètres de câble en fibre optique. Ce câble renferme 2 fils en fibre de verre 2 fois plus fins qu'un cheveu humain. Je crois qu'on a encore 1 kilo de flottabilité négative. Ce ne sera que légèrement négatif en plongée. La vidéo de ce que voit le robot ainsi que des signaux de contrôle de pilotage courent le long des fibres sous forme de pulsations lumineuses. Les délicates fibres de verre sont le seul lien avec le ROV. Si elle devait être endommagée, le véhicule serait perdu. En se basant sur les plans du constructeur, James et son équipe ont réalisé un schéma détaillé de chaque pont du Bismarck. Avec l'aide des survivants, ils tâchent d'établir une liste des points d'accès à l'épave suffisamment grands pour que le robot puisse y passer. Commençons par votre poste de travail, l'endroit où vous étiez en service sur le navire, d'accord? La salle secrète de codage. Ah, le pont de bois, le pont extérieur. J'étais affecté à la salle de correspondance secrète. Et ma tâche quotidienne consistait à analyser toute correspondance ou information provenant de l'extérieur. On n'était jamais au courant de rien en bas. On était des gosses. Les officiers étaient de vrais dieux pour nous. Nous ne demandions jamais rien et on ne nous disait jamais rien. Mais quand on est allé en Norvège, on nous a autorisés à aller sur le pont.
Mon travail, c'était de rédiger la correspondance de base entre les stations des QG navals et les commandants en chef. C'est là que l'on s'occupait du courrier ordinaire, etc. Le bureau de l'auxiliaire était à côté. C'est lui qui nous donnait les ordres ou les informations à traiter. Par exemple, quand Hitler est venu à bord le 5 mai, son adjudant, Puttkamer, je crois, a pris contact avec moi pour me dire où et quand Hitler viendrait. L'amiral Lutyens a pris la direction de notre unité la semaine avant notre départ. Nous haïssions Lutyens. Lindemann était un capitaine sympathique. Tout le monde l'aimait. Mais l'atmosphère a vraiment changé quand Lutyens est venu à bord. Was haben Sie mir jetzt zu erzählen? Ich mache Sie darauf aufmerksam. L'amiral Lutyens était surnommé l'homme au masque de fer, parce qu'il arborait toujours un visage impassible. Il ne discutait jamais avec ses capitaines. Il se contentait de leur donner des ordres. Cassant, laconique. Il ne montrait aucune émotion, aucun sentiment. Mettons que je sois le Bismarck et qu'on soit le 24 mai 1941. Je sors du détroit de Danemark dans le sillage du grand croiseur Prince Eugen. Vous êtes le Hood et le Prince of Wales. À l'horizon, j'ai bien du mal à distinguer vos deux navires. La distance est colossale. Nous nous déplaçons rapidement tous les deux, je file à 27 nœuds. C'est à peine si j'aperçois votre superstructure. Vous voyez tirer à cette distance? Feu volonté! Le Hood et le Bismarck ont foncé l'un vers l'autre à toute vitesse. On aurait dit deux chevaliers en armure qui chargeaient. Le Hood tire le premier. Le Bismarck riposte. À 25 km, vous tirez par salve. 4 ou 8 obus. Si vous essayez d'encadrer le navire ennemi, vous tirez et vous regardez attentivement depuis la hune de télépointage. Vous voyez alors les gerbes soulevées par les obus. Quelqu'un hurle « Long, court, encadré » et au moment où vous entendez « encadré », vous recommencez à tirer. Depuis la passerelle, ils ne peuvent que compter les secondes tandis que l'obus est en vol. Vous continuez de tirer tout autour de l'objectif. Vous l'encadrez, tir long, tir court, jusqu'à ce que vous donniez le coup fatal. Touché, touché. La soute à munitions du Hood est touchée. L'explosion déchire la poupe du navire. Tandis que le Hood s'enfonce, l'équipe de la tourelle avant tire héroïquement une ultime salve. Le Prince of Wales, sérieusement endommagé, doit battre en retraite après un dernier tir. Il y avait 1415 hommes sur le Hood lors de l'explosion. 3 seulement ont survécu. Depuis ma petite enfance, on m'avait appris que les Anglais étaient nos ennemis. Je n'avais jamais vu un Anglais. Je n'avais jamais parlé à un Anglais. Pourtant, c'étaient nos ennemis. Et quand nous avons détruit le Hood, à bord, après les hurrahs, nous avons regardé tous ces marins, éparpillés sur l'océan. Nous ne savions pas combien avaient survécu, mais beaucoup d'entre nous se sont rendus compte que c'étaient des êtres humains
tout comme nous, et se sont demandé pourquoi ils étaient nos ennemis. Walter et Karl se sont levés avant l'aube pour rendre les honneurs aux hommes du Hood, morts à ce moment même, 61 ans plus tôt. Ce matin-là, Karl, Walter et le reste de l'équipage ne ressentaient que l'ivresse de la victoire. Ils avaient vaincu le redoutable Hood et blessé le Prince of Wales. C'étaient des héros de la patrie. Le Bismarck était invincible. En Angleterre, la nouvelle que le Hood a été torpillé répand à la désolation. Le Premier ministre britannique Winston Churchill, farouche adversaire de Hitler, saisit immédiatement la mesure du coup qui vient d'être porté. La population, d'abord incrédule, accuse le choc. C'est une tragédie nationale. Les Britanniques adoraient le Hood, qui avait été adopté par la nation tout entière. Il était le symbole de la marine royale. Et voilà que le symbole a été détruit avec une facilité qui confine au dédain. En cette période critique, c'est un coup mortel porté au moral britannique. Les Anglais sont alors terrorisés par le Blitz et ses attaques nocturnes, pris à la gorge par le tarissement progressif de leur approvisionnement. Rien ne semble pouvoir arrêter la force meurtrière des nazis. Churchill, qui a parfaitement compris l'enjeu, riposte avec une rage calculée. Il appelle ses forces navales de tous les points de l'horizon à mettre cap sur le Bismarck. Absolutely nothing as vital to the nation at this moment as the destruction of the Bismarck. I don't care how you do it. Must sink the Bismarck. Je suis très ému. Les souvenirs me reviennent au fur et à mesure que nous approchons. Ça me fait mal au cœur. C'est tout à fait bouleversant. À 6 décennies d'intervalle, le Bismarck et le Keldysh taillent leur route au même endroit, le même jour, et pratiquement dans les mêmes conditions météorologiques. La similitude fait froid dans le dos. Le Bismarck fend la tempête vers les côtes françaises, vers la sécurité. Les forces britanniques sont trop loin pour l'arrêter. Karl et Walter se croient au bout de leur peine. Nous avions toujours l'espoir d'y arriver. C'était du moins mon cas. Mais le destin se révèle inconstant. Prêts à tout pour desserrer l'étreinte qui les broie, les Britanniques se lancent dans une attaque quasiment suicidaire à travers la tempête avec 5 avions torpilleurs. Fait stupéfiant, une seule torpille fait mouche, bloquant le gouvernail. Mutilé, le bâtiment allemand ne peut plus que tourner en rond. La horde britannique s'avance pour la mise à mort. Au poste radiotélégraphique, j'avais entendu dire combien de vaisseaux approchaient, qu'ils arrivaient par flottes entières et que nous étions cernés. Avec cela, la dernière lueur d'espoir s'évanouissait. L'effervescence qui se développe à bord du Keldysh est d'une toute autre nature au fur et à mesure qu'il approche du site, qui n'est plus qu'à quelques heures de mer. L'équipage veille jusqu'à point d'heure pour préparer sa première plongée. Le matin du 27 mai, à la levée d'une aube grise, l'équipage du Bismarck tâche de se préparer de son mieux pour la bataille qui s'annonce. À 8h47, l'amiral John Tovey, commandant des forces britanniques, ordonne à ses navires de guerre Rodney et King George V d'ouvrir le feu. Le Rodney et le King George avancent rapidement, lançant salve sur salve. Les équipages du Suffolk, du Norfolk et du Sheffield se joignent bientôt à l'attaque. Les obus balaient la superstructure du Bismarck et son équipage.
Au total, ce sont 2876 pièces d'artillerie qui sont lâchées en direction du Bismarck. Le pilonnage sans pitié dure 1h30, transformant le bâtiment en brasier. Pourtant, il ne coule toujours pas. À bout, l'amiral Tovey ordonne au cuirassé Dorsetshire de lancer ses torpilles. L'équipage annonce l'avoir touché par 3 fois. 5 minutes plus tard, à 10h40, le Bismarck chavire et s'enfonce dans l'abîme. Le 27 mai à 10h40, ils atteignent le site du naufrage. 61 ans plus tard, troublante répétition, le Keldysh arrive à l'endroit exact, presque à la minute près. Pour Karl et Walter, le présent se télescope avec le passé. Par un autre matin gris, des milliers de leurs camarades se sont abîmés dans les profondeurs où ils sont maintenant ensevelis, sous eux. Nous, les survivants de l'épouvantable bataille navale de ce jour de mai 1941, tenons à nous rappeler tous ceux qui sont morts en cet endroit même, de manière tragique. Aujourd'hui, nous voudrions placer une couronne sur vos têtes, sur l'écume de ces vagues à jamais en mouvement. Paix sur la terre en tout temps et en tout lieu, jamais plus la guerre. Cela m'a profondément affecté de me pencher sur ces eaux, de me rappeler ce qui s'est passé il y a 61 ans en cet endroit précis. C'est quelque chose de lutter pour sa vie et de se rendre compte que l'on fait partie des rares bienheureux qui ont survécu à la catastrophe. Première étape, vous me faites un joli plan sur toute la longueur. Deuxième étape, on se retrouve ici, d'accord? Puis on va faire quelques photos à cet endroit-là. L'épave doit être entourée du plus grand respect car il s'agit d'une tombe de guerre. Les analyses reposeront uniquement sur les images, ce qui implique une coordination impeccable entre l'éclairage et les prises de vue. Rien que des petits mouvements, on laisse faire le courant. Genia Chemyaev est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de submersibles au monde. Tout ce qu'on peut faire avec les mires, Genia le fera. Tu peux poser le mire là-haut? Ça doit être faisable. Bonjour. Genia, quand tu seras au fond, si tu vois des débris, le sillon creusé dans la descente ou quelque chose dans le genre... Le jour de la plongée, l'événement le plus important, c'est la réunion du mire. À cette occasion, les plans de plongée sont soigneusement mis au point. Que l'on pourra voir plus tard. Oui. Et si on a le temps, bien sûr. Selon une tradition russe, tous les plongeurs doivent signer le livre de Lydia avant d'entrer dans le mire. Quand on voit Lydia avec son livre, on sait qu'il y a plongé. This is me smiling. That's as much as you get. There's always the little thing you didn't think of. Thanks. See in the sunshine. Everybody's thought about this for months. Tout le monde pense à ça depuis des mois. On a planché sur l'électronique, sur l'optique, on a les coordonnées GPS, on sait comment arriver sur le site de l'épave, on sait comment y descendre. Il va donc y avoir un petit truc auquel on n'a pas pensé. J'appelle ça le facteur X. Il va se trouver une pièce à $10 qui va nous lâcher au moment crucial. On est soumis à une pression colossale.
Il y a une foule de choses qui peuvent rater sur ce submersible. Il y a plein d'endroits sur l'épave où on peut s'empêtrer. Il y a des lampes qui peuvent imploser. C'est un coup de dé. Je ne me fais pas trop de soucis pour la sécurité personnelle. Les Russes savent comment s'y prendre avec les submersibles. Les miens sont performants, ils ont été testés à plus de 6000 mètres de fond. Je suis donc assez tranquille là-dessus. Mais dans un coin de son cerveau, on sait bien qu'on est en train d'opposer la technologie et l'intelligence humaine aux forces de la nature. Et il ne faut pas plaisanter avec l'océan. J'adore ça, je suis dans mon élément ici. Pour moi, c'est un peu comme l'hélicoptère. J'adore piloter les hélicoptères. Et ça y ressemble beaucoup. Il y a un risque, il faut être précis, il faut savoir ce qu'on fait. L'endroit où on va est assez effrayant. Ce n'est pas rien, 4800 mètres de fond. Les capteurs articulés de Mir 2 débordent d'énergie. Leur éclairage fait plus de 8000 watts. Avec ses caméras stéréo haute définition, Mir 1 est lui aussi paré pour l'action. La descente a commencé. Les deux submersibles sont maintenant en chute libre vers le fond, à près de 5 km plus bas. L'habitacle de la caméra, également construit par Mike, est le plus grand volume creux jamais installé dans un submersible habité. Le moindre défaut dans la conception pourrait le faire imploser sous la pression. L'effet serait celui d'une grenade sous-marine créant une onde de choc qui déchirerait les flancs du sous-marin, tuant immédiatement tous ses occupants. Ok, on est au compteur sur tous les magnétos. Bon, le chrono est lancé, les 4 bandes sont en marche. Ceci est une triple vérification. Triple vérif durant toute la plongée. Ouais. Tout au long de la descente, la pression augmente inexorablement. Elle atteindra une demi-tonne au centimètre carré. Blotti dans la structure du submersible se trouve le trou d'homme. Cette bulle d'acier résiste aux quelques 5000 mètres de la colonne d'eau qui est au-dessus d'elle. La pression totale exercée sur sa surface dépassera les 70 000 tonnes. Au cours des 150 premiers mètres, toute lumière de surface disparaît. La température tombe à près de 0. À l'intérieur, les parois se couvrent de condensation. La chute libre de près de 5 km durera 3 heures. Le Bismarck a fait le même trajet en moins de 10 minutes. Lorsqu'il s'est enfoncé, les forces de flottabilité et celles de l'hydrodynamique ont déchiré sa poupe. Le vaisseau a plongé tel un missile d'acier de 35 000 tonnes pointé vers les profondeurs. La force des eaux a arraché au passage la passerelle de commandement, le mât et la cheminée. Le navire s'est retourné et a poursuivi sa course dans cette position stable pour le reste de sa descente dans les ténèbres. Ok, Mir 2, nous sommes à environ 30 mètres du fond. Tu vois le fond? 20 mètres. Tu vois le fond? Ouais, on l'aperçoit là. C'est beau, hein? On se croirait sur la Lune. Absolument. T'as vu un peu la vase qu'on soulève?
Après une chute de 5 km, l'impact du Bismarck, d'une violence inimaginable, a créé un cratère et soulevé d'énormes tourbillons de débris rocheux. Mir 2, ici Mir 1, nous avons touché le sol. Profondeur 4820 mètres. Quelque part, on peut. On est manifestement face à la pente. Tu vois, on fait face à la montagne. Le Bismarck a heurté le flanc d'un volcan sous-marin. Il commence à glisser le long de la pente, traçant un profond sillon dans le sol. Les 100 000 tonnes d'eau déplacées par la chute du navire retombent violemment, se transforment en coulées, en une sorte d'avalanche. Cette masse emporte durement le vaisseau, le faisant glisser de côté contre le flanc de la montagne. Des éléments du bâtiment qui s'étaient écrasés sur son chemin sont maintenant balayés de côté. La coque laboure le fond marin, racle les sédiments. La proue s'enfonce profondément dans la terre, défonçant le sol vers l'ouest. Le monstre termine enfin sa course. Il a glissé à flanc de montagne sur environ 1 kilomètre. Le sol est ravagé. On est au beau milieu de l'avalanche. On voit bien comment tout ça a été arraché et déchiré. Le bateau a tout envoyé valdinguer sur son passage. On doit être dans le sillon en fait. On voit sa forme sur le sonar à droite. À mon avis, c'est le sillon du glissement, ça. T'as vu un peu comme c'est profond? On dirait qu'un bulldozer géant a labouré par ici. C'est exactement ça. On n'a qu'à le suivre, ça va nous mener tout droit à l'épave. Oui, je commence à voir des débris. Je vois des bottes. Où ça? À gauche? À gauche, oui. Ah oui, je vois maintenant. Rien qu'une, hein? Oui. C'est une botte d'officier, ça. Mir 2, votre position? On se déplace vers le sud à travers la zone de débris. On distingue des objets d'une certaine taille. Berkelson, tu vois ce que ça peut être? C'est un projecteur, Mike. Oui, je le pense aussi. Voilà les paralumes. Je vois quelque chose. Oui, là-haut. En tout cas, c'est gros. C'est la passerelle. La passerelle du commandement. Tu vois? Tu vois les fenêtres? Elle a atterri à l'envers. Voilà les ailerons et les plateformes. De violents courants ont arraché la passerelle de commandement lorsque le navire a sombré. 10 minutes plus tard, elle s'écrase au fond de la mer. Puis la coque du Bismarck la propulse de côté. Elle se retourne et s'immobilise. C'est là qu'on se rend compte de la taille que ça fait. C'est immense. C'est comme si un immeuble de 4 étages tombait du ciel. L'amiral Lutyens a dû se tenir juste ici, à ses fenêtres. Mir 2, ici Mir 1. Ici Mir 2, allez-y. Ils doivent être plus au nord. Rejoignez-nous, on est à la passerelle de commandement. Il faut rejoindre l'épave. Ok, on y va là. Réglons un peu le sonar.
Ah, je vois. Ah oui, le voilà. Je vois le Bismarck. C'est la proue. La proue, regarde. Oui, c'est la proue. James, je pense qu'on va arriver par tribord. À toi. Le trou est dans le flanc. Tu le vois? Oui, le voilà. Oui, on voit l'épave maintenant. Oh mon Dieu. Bienvenue au Bismarck. Ok les gars, il faut monter jusqu'au niveau du pont et s'orienter sur l'épave. Ok, je l'envoie. Mon Dieu, c'est incroyable. On croirait escalader une montagne. Voilà la ceinture de blindage. Dans une seconde, je te dis où on est. Ici. Juste ici, Génia. On se déplace vers la proue maintenant, James. On arrive à la pointe de la proue, là. Ok, compris. On est juste en dessous de vous. Reçu. Regarde, c'est superbe. Oh là là. Oh mon Dieu. Мир 2, следите за мной, следи, ты, следи, Женя. Ok, on se déplace vers la poupe, le long de la plage arrière. Et je vois une trace de croix gammée. On arrive sur le cabestan bâbord. Tout ce sédiment sur le pont vient de la dégringolade, mais le teck est bien là. Regarde-moi ça. En voilà un qui est entré par ici, et Dieu sait où il a éclaté. Il est sans doute allé jusqu'à la tourelle. Gigantesque cette barbette. Oui, c'est Anton. Il y a une énorme ouverture, juste à l'endroit où il y avait la tourelle. Ces puits béants de 5 étages sont les barbettes, ces plateformes surélevées des 4 doubles tourelles pour canon de 380 du Bismarck. Les tourelles n'étaient maintenues en place que par la force de gravité. Quand le navire a chaviré, elles se sont détachées et ont dégringolé vers le fond. Depuis la gueule des canons jusqu'au bout de son blindage, chaque tourelle faisait plus de 30 mètres de long et pesait 1 tonne 9. Il y a un canon de DCA. Le rail guide a l'air intact. Ok, vous deux. Le prochain objectif, la passerelle inférieure. À vous. Allez, Génia, on monte. La vitre fait pas un peu mou? Oui, un peu. Un peu. Oui, ça a grandi. C'est colossal. Voici la passerelle. Je la vois. C'est la passerelle inférieure? Oui. Lindemann et Lutyens ont dû livrer leur dernière bataille ici même. Regarde, un trou d'obus. C'est incroyable, Mike. Je te l'avais bien dit. Ah, je ne peux pas y croire. Difficile de garder son calme. Les submersibles se dirigent vers l'arrière, par-dessus les tourelles secondaires. Elles semblent étonnamment intactes.
Sur le Bismarck, l'armement secondaire de 150 était aussi grand que l'armement principal de la plupart des navires de guerre. Jusque dans le silence de sa tombe, le Bismarck semble meurtrier, avec ses canons pointés, prêt à affronter un ennemi qui ne viendra jamais. Les canons se sont tus et leurs fûts servent d'abri à d'inoffensifs anémones. Un canon de DCA de 10 cm 50 est resté pointé vers le ciel. La veille sera sans fin sous ce ciel nocturne qu'aucune aube ne relaiera jamais. Vers l'arrière, du côté des hangars. On continue. On continue vers la zone des hangars. Oui. Voici la catapulte. Et voilà, un avion à bâbord, juste là. Le Bismarck disposait de 4 hydravions Arado AR-196 qui étaient lancés à la catapulte depuis le milieu du bâtiment. Personne n'a jamais vu de l'intérieur les hangars du Bismarck pour confirmer s'il existe encore un exemplaire de ces avions. Ok, on est sur le point d'ouvrir cette porte. Ok, c'est ouvert. Ok, j'y vais. Je remonte. Ça se présente bien? Ok Mike, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air assez neutre. J'y vais dès que tu me le dis. À toi. Ok, d'accord. Vas-y, fais ton boulot. Essaie de descendre vers la zone du hangar. À toi. Compris. Ça se présente bien. La visualisation est bonne. Malgré près de 0,6 tonnes de pression par centimètre carré, le robot de Mike fonctionne parfaitement. Il est temps de faire ce pourquoi on est venu. J'entre dans le hangar maintenant. Compris. Локатор и холод тоже выключай. Voilà, airplane. Voilà, un avion. Une épave d'avion. Tu vois ça? Voilà le cockpit. Le cockpit, Genia. Genia, tu vois l'avion? C'est le fuselage, ça. C'est un avion? Un avion, oui. C'est l'encadrement du hublot. La dernière nuit, le capitaine a voulu faire parvenir à terre autant d'informations et de rapports que possible. Il voulait envoyer un hydravion avec notre journal de bord. Tout le monde donnait au pilote des messages et des petits mots pour ceux qu'on aimait, qui étaient au pays. Mais faute de pression, la catapulte n'a pas marché et le malheureux n'a pas pu décoller. Finalement, il n'est pas parti. Le hangar a donc été touché de plein fouet. De plein fouet, oui. Ce qui a fait voler en éclats la mèche du gouvernail. C'est vraiment une expérience de schizophrène, ça. On a l'impression d'être le robot et on oublie où on est. On voit le submersible et on se dit, tiens, Mir 2 est là-bas. Hé, minute, je suis dans Mir 2. Après 9 heures dans le fond, les batteries de Mir commencent à baisser. Il est temps d'amorcer la longue remontée vers la surface. Mais avant cela, Elwood doit réintégrer son garage en toute sécurité.
Sans l'audace et la compétence des cow-boys du Mir, comme Vladimir Petrovski, il serait impossible de récupérer les Mirs. Après un petit tour mouvementé à la surface, l'équipe de plongée apprécie l'effort des cow-boys pour les ramener à bord sains et saufs. C'est un site spectaculaire, vraiment. Il vous a attendu toute la journée. Votre bateau est en assez bon état. Vraiment? Ben oui. Il sort de l'obscurité comme une sorte de mur d'acier fantôme. Ça n'a rien à voir avec le Titanic. C'était époustouflant. Bon sang. On arpente le fond de l'océan et puis ça monte, ça monte. J'avais l'impression d'escalader un gratte-ciel. Sur Elwood, la procédure de maintenance relève de la chirurgie. La compensation hydraulique de l'électronique fait penser à un appareil circulatoire qu'il faut transfuser durant l'opération. Oui, le patient se remettra. Il est vivant, ce robot. Laurie Johnston, microbiologiste, s'est spécialisée dans l'étude des micro-organismes en environnement extrême. Ce qu'on trouve en bas, ce n'est pas un seul type de bactéries, c'est une communauté, un conglomérat. C'est-à-dire que toute une bande de bactéries travaille en relation symbiotique à miner l'acier, ou à y prendre les éléments dont elles ont besoin pour construire des structures qui ressemblent à des stalactites et qu'on appelle rusticles. Ces stalactites sont en elles-mêmes des entités vivantes. On va poser le Mir 1 juste là. Et toi, tu vas atterrir. Laurie se prépare à plonger pour faire des expériences avec les rusticles sur l'épave. Elle deviendra ainsi la deuxième femme à plonger à plus de 4500 mètres. Ce sera vraiment quelque chose de voir ça en couleur réelle. On est sur le point de trouver quelque chose. Tu vois ça? Tu vois ce que c'est? Et Mike, c'est quoi ça à ton avis? Une structure ronde à différents étages. Ce ne peut être que le tronc central d'une tourelle. C'est la tour de notre tourelle de canon. Tu vois la grande tourelle principale? Avec cette longue tour en dessous? Les tourelles d'un poids de 1,9 tonne chacune ont été projetées dans le sol marin où elles se sont instantanément fichées. Elles surmontaient des tours à 4 étages comportant des postes de travail pour 21 hommes. Maintenant, ces tours surplombent les tourelles comme des monuments. L'équipe est à même d'identifier cette tourelle à partir du nombre de plateformes et de sa position dans la zone des débris. C'est la tourelle Dora, celle du canon le plus à l'arrière. Pendant les dernières minutes du Bismarck, Karl, Walter et Heinz se sont abrités derrière Dora, juste avant de se jeter à la mer. C'est très intéressant, les gars. Je crois qu'il y a un fût qui dépasse de la vase, là. Je crois qu'il est juste un peu à votre gauche. Reçu, on le voit. Mir 2 atterrit au milieu du navire, non loin de la catapulte de tribord, afin d'envoyer Elwood faire une exploration plus ambitieuse de l'épave. Ok, sors. Ok, j'y vais. Je dérive de la fibre. Préviens-moi quand tu tournes. Laurie, tu peux lui dire que je suis paré? Elwood est paré. À toi. Compris, ça se présente bien. La plupart des obus britanniques venaient de bâbord, endommageant gravement les ponts supérieurs de ce côté. Là où le feu a décapé la peinture, il y a d'importantes colonies de rusticles, signe que le feu a dû faire rage sur cette partie du bateau durant cette dernière bataille. Endommagé dans la bataille. Dis-leur que ça a rudement bardé ici. L'allée a été soufflée, beaucoup de câbles, de dégâts, dus à l'engagement. À vous. Ok, continuez sur tribord et prenez ce canon. Je pense que c'est le S3. À vous. Reçu. On avance maintenant, on arrive sur quelque chose qui ressemble à un impact d'obus.
Toutes les tourelles secondaires présentent des impacts de moyen calibre, des obus de 150 ou de 200 qui ont traversé le blindage pour éclater à l'intérieur, tuant instantanément les canonniers. C'est la barbette de la tourelle Dora. C'était la place de la tour, cette infrastructure de la tourelle qui était dans la zone de débris. Les tourelles de l'armement principal lançaient des obus de 380 si lourds qu'il fallait un système hydraulique pour les soulever, les charger et les mettre à feu. Les obus pesaient plus d'1 tonne et ils filaient à 1,5 fois la vitesse du son. Lors de l'impact, l'obus perforant projette des éclats destructeurs ainsi qu'un morceau du blindage appelé roue de char, qui devient à son tour un projectile supersonique. Ces obus tailleurs de roue traversent les parois intérieures, décochant encore plus d'éclats meurtriers. Après 1/100 de seconde, l'obus explose loin à l'intérieur du navire, tuant un maximum de personnes. Cet obus a bien pu exploser par en dessous. Il a peut-être fait voler le poste radiotélégraphique en éclats. Les Britanniques utilisaient le même type d'obus perforant. Mais les Anglais ont-ils réellement coulé le Bismarck? En analysant les dégâts de la bataille, Mike et James espèrent mettre fin à une controverse de plus de 60 ans. Traverser tout le navire. Le Bismarck a-t-il été coulé par des obus et des torpilles, comme l'ont affirmé les Britanniques? Ou bien a-t-il été sabordé par son propre équipage, ainsi que l'ont toujours prétendu les survivants allemands? C'est nous qui avons fait sauter le navire. On avait des ordres de mettre des explosifs et de faire sauter le bateau. De part et d'autre, on a ses raisons de revendiquer l'anéantissement final. Les Britanniques à cause de ce qui était arrivé au Hood, et les Allemands parce qu'ils voulaient croire qu'en ces dernières heures, ils avaient gardé un certain contrôle sur leur destin. Seule une étude systématique des dégâts, d'un bout à l'autre, à l'intérieur et à l'extérieur, pourra clore le débat. Je veux passer la coque au peigne fin, tout autour, pour voir et répertorier tous les trous, tous les dégâts. Mir 1 descend vers le cratère d'impact du Bismarck et se pose à 1 kilomètre au-dessus de l'épave. Oui, je vois quelque chose. Oui, quelque chose d'intéressant. De très intéressant. Faut être très prudent ici. Je crois que c'est le cratère. C'est un peu dangereux. Il faut remonter, on est au-dessus de quelque chose. C'est une partie du navire. Je ne peux pas passer au-dessus de ça. Il faut remonter, Anatoly. Remonte, remonte. Tu vas atterrir sur quelque chose. Remonte, remonte. Ne recule pas, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière toi. Il faut remonter. Cette énorme partie de la coque, si loin du Bismarck, est un mystère. Plus tard, ce sera la clé qui permettra de dévoiler les secrets de l'épave. On a atterri en plein sur cette espèce de saloperie. J'arrive, et c'est un cratère. Ouais, avec un bateau dedans. Vive les émotions fortes. On se voyait vraiment atterrir sur quelque chose qui allait nous accrocher, tu vois. Bien, bon boulot, tu nous en as sorti. On s'est envolé. Ils commencent leur examen des avaries par la proue. Je vois quelque chose là. Ils identifient une tête de but d'une grande importance historique. Tandis que le Hood sombrait, le Prince of Wales était touché par les bombardements. Dans une riposte désespérée, ses canonniers infligent un coup sérieux au Bismarck. L'obus a traversé la proue de bâbord à tribord, laissant un trou béant de près de 2 mètres de diamètre. Sacrée brèche. Le projectile est ressorti par ici. Les rapports d'avarie parviennent à la passerelle. Les tirs du Prince of Wales ont touché le Bismarck par 2 fois. La proue a été traversée au-dessus de la ligne de flottaison, mais des milliers de tonnes d'eau s'engouffrent à cause d'une forte houle. L'autre obus a percuté sous le blindage latéral, noyant une chaufferie et faisant gîter le navire de 9 degrés sur bâbord.
L'avarie oblige Lindenmann à réduire la vitesse de quelques nœuds seulement, mais assez pour sceller, en fin de compte, le sort du Bismarck. James se prépare à guider Elwood tout au fond de l'épave. On a vraiment sur ces épaves une perspective extraordinaire. Ça ne serait pas pareil si on se baladait tout autour en submersible. C'est vraiment comme une personne. On croirait regarder quelqu'un arpenter les ponts à ce moment-là. Sur le flanc tribord, un trou d'obus tout près du bureau de Karl pourrait bien être juste assez grand pour laisser passer le robot. La manœuvre est risquée. Je vais essayer d'entrer par ce trou, d'accord? Je ne sais même pas s'il est à la taille du robot. Pour le meilleur ou pour le pire, on y va. Je ne suis pas sûr de tenir là-dedans. Ok, c'est bon. Nous sommes officiellement à l'intérieur du vaisseau. Juste ciel, regardez un peu cette avarie. Si je tourne à droite, il devrait y avoir une porte. Ok, voici la porte. Intéressant ce qui a poussé autour de cette porte. On arrive quelque part? Je crois qu'on arrive dans le bureau de Karl. Ce devrait être le bureau de Karl, c'est là qu'il travaillait. C'est juste à côté du bureau de l'auxiliaire. C'est le poste de Karl. Regarde, tu vois la chaise? Dites-nous si cela vous semble familier. Il y a deux tables. Là, il y a des étagères à livres. Ça ressemble à des étagères, ça. Il y a une table tout en longueur, là. Très longue, oui. Il y avait 3 personnes. L'une ici, l'autre là, et encore une autre au bout à droite. On a cherché votre machine à écrire, mais on ne l'a pas trouvée. Ça rappelle des souvenirs. C'est là que vous travaillez? Oui. Un des traits marquants de l'épave, c'est l'absence de la poupe. Il manque les 15 derniers mètres du navire. Si le tronc du bateau était blindé, la poupe ne l'était pas, et la mince paroi d'acier a été tranchée comme par une guillotine. Ce que nous voyons là, c'est la cloison blindée. Toute la poupe s'est détachée. Si le bâtiment était entier, on serait à l'intérieur, là. Là-haut, c'est la plage arrière. C'est intéressant de voir comme le pontage en teck a lâché. Ça a dû être d'une violence incroyable. Il n'a pas pu se déchirer vers le haut. Ça a dû casser net dans ce sens-là. Ce qui concorderait avec le retournement qui a causé une poussée dans ce sens. Voici la croix gammée. C'est ici qu'Hitler a marché quand il a inspecté le navire. On est pile sur la croix gammée, là. Ça fait froid dans le dos. Et voici l'hélice. L'hélice de tribord. En dessous de la poupe sectionnée, l'équipe de plongée cherche des preuves de la fameuse attaque par les torpilleurs Swordfish. Ralenti par le coup que lui avait infligé le Prince of Wales, le Bismarck était tout juste à portée de ses petits biplans. Une de leurs torpilles a causé sa perte, mais personne n'a jamais vu l'avarie. Voilà le gouvernail. On dirait que le gouvernail a embouti l'hélice. Bon, ça c'est la mèche centrale, et ça c'est le gouvernail. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. La mèche centrale est toute tordue, ce qui donne à penser qu'elle tournait quand cela s'est produit. Et ça c'est quoi? C'est un trou? Oui, c'est un impact.
Il y a un sacré trou juste au-dessus du gouvernail. Bon, c'est un impact de torpille, c'est sûr. Allez, on y va. Mike va hurler, mais bon. Ok, nous voici dans la timonerie. Là, on est juste en face de la cloison arrière. Ils ont trouvé la brèche faite par une seule torpille qui allait changer l'histoire. Les aviateurs pilotent leur Swordfish depuis peu. Pour une majorité d'entre eux, c'est leur premier engagement. Avec le soir qui tombe et le mauvais temps, il leur faut près de 2 heures pour trouver le Bismarck. Une fois que c'est chose faite, ils assaillent de tous côtés, ils attaquent de bâbord, de tribord, sans se soucier le moins du monde de leur propre sécurité. Ils affrontent un navire qui leur oppose un déluge de feu de sa défense anti-aérienne. Ils pilotent des appareils vieux et lents, mais ils ont la rage au cœur. Encore et encore, ils fondent sur l'océan, remontant juste au niveau des ponts, piquant sur le rideau de feu de la DCA, tâchant de se cacher dans les nuages, mettant tout en œuvre pour placer leurs torpilles dans les flancs du navire. C'est une courageuse attaque, l'une des plus courageuses de toute la guerre. Ils lancent torpille sur torpille, mais le Bismarck les évite toutes, sauf une. Fait incroyable, une seule et unique torpille porte le coup fatal au gouvernail de tribord, mutilant ainsi le vaisseau qui ne peut plus que tourner en rond. Ils ont trouvé le talon d'Achille. L'équipage tente désespérément de réparer l'avarie, mais il est refoulé par les trompes d'eau de la mer en furie qui s'engouffrent par la brèche. Les hommes ne sauront jamais l'exacte étendue des dégâts. Ok, on a la sortie du trou juste au-dessous de nous. Donc, en se laissant tomber, on devrait ressortir. Compte tenu de ce qu'on sait maintenant, en dépit de tous ces efforts, il n'y a rien que l'équipage du Bismarck aurait pu faire pour réparer le gouvernail. Lutyens envoie un message laconique au commandement naval. Navire n'est plus maître de sa manœuvre. Combattront jusqu'au dernier obus. Longue vie aux Führers. Le message, soudain et définitif, anéantit l'état-major et les opérateurs radio. La nouvelle se répand à travers l'équipage. Tout espoir s'évanouit. Aux premières heures de l'aube, le capitaine Lindenmann annonce aux hommes qu'ils peuvent se servir à leur gré dans les magasins du navire. Ces mots résonnent comme une sentence de mort. Les heures s'égrènent jusqu'au petit matin et les hommes se préparent à livrer leur dernière bataille. C'est une avarie, ça ? On note scrupuleusement le détail des avaries afin de pouvoir procéder à une fidèle reconstruction de la bataille. Trop d'obus à bâbord. Des centaines d'impacts témoignent des nombreux projectiles qui ont explosé contre le blindage sans le traverser. Ces marques en disent long sur l'orage de feu qui s'est abattu sur le Bismarck au cours de sa dernière bataille. Juste après l'aube, l'armada britannique s'apprête à porter l'estocade. L'amiral Tovey ouvre le feu sur le Bismarck à près de 25 km et il réduit constamment la distance. À moins de 3 km, les coups, tirés pratiquement à l'horizontale, pénètrent le Bismarck au niveau d'une tourelle et traversent sa superstructure. Ils voulaient manifestement rendre la monnaie de leurs pièces aux Allemands pour ce qu'ils avaient fait au Hood. Tovey a lui-même donné ordre au capitaine du King George V d'approcher son bâtiment aussi près possible du Bismarck, de façon à pouvoir observer avec des jumelles les morceaux du cuirassé qui volaient. Maintenant qu'il l'avait, il voulait le détruire. Le Rodney lance des obus de 406 sur le Bismarck. Coup après coup. Le King George V, des obus de 356. Pilonnage après pilonnage. Et les 3 autres croiseurs le harcèlent d'obus de 204. Il en coulait. La passerelle était l'objectif principal des canonniers britanniques. En faisant sauter le cerveau du navire, ils le mettaient à leur merci.
La passerelle de commandement, haute de 4 étages, a été balayée lors du naufrage. Mais Lutyens et Lindemann commandaient la bataille depuis la passerelle inférieure, qui est toujours en place. Juste à côté de cette passerelle se trouve un kiosque blindé depuis lequel on peut diriger l'armement principal du bâtiment. Les parois de ce dôme blindé font 35 cm d'épaisseur. En approchant par tribord, l'équipage du submersible a la surprise de trouver la passerelle et le kiosque presque intacts. Ils ont essuyé quelques égratignures, mais ça ne les a pas fait sauter. On dirait que les Anglais n'ont pas pu l'ouvrir, cette huître. C'est une sacrée porte. Elle est bien, cette porte. Mais lorsqu'ils font le tour sur bâbord, cette illusion s'envole. La lourde artillerie de l'armada britannique, criblant la passerelle, l'a fait sauter. Oui, ça marche. Baisse-le. Voyons si on peut jeter un œil à l'intérieur. C'est le directeur d'artillerie avancé. Le nerf stratégique du navire. Le chef canonnier Schneider dirigeait les 4 tourelles principales du Bismarck depuis l'intérieur du kiosque. À 9h02, l'un des obus de 406 du Rodney touche directement le kiosque. L'obus déchire le pont et explose contre le dôme armé, faisant voler en éclats la porte de 35 cm. La déflagration tue Schneider et les autres membres d'équipage présents, mettant fin à la coordination de tir du Bismarck. Ça a dû être l'enfer quand les obus ont touché ça. Bon sang, regardez un peu ces impacts. C'est là que l'obus est entré. Il a traversé toute la passerelle. Le Rodney, tirant par tribord à bout portant, assène le coup mortel. Un obus traverse la passerelle inférieure. Boum. Mon Dieu, tu as vu ça? Ça l'a déchiré de part en part. C'est passé comme dans du beurre. Ça devrait nous mener à l'intérieur de la passerelle, s'il en reste quelque chose. On devrait avoir un gros trou d'obus juste là. Lutyens et Lindemann ont dû être tués immédiatement par l'obus du Rodney. Au moins on voit de la peinture. Ça nous change. C'est un bureau. Tu vois les bureaux? Il y a 2 bureaux. On dirait des ressorts de matelas. Oui, ça devait être une couchette. Big mess. Quel ravage, quel ravage. Avarie totale. Nom de Dieu, c'est accablant. On dirait que ça a fondu. Il a dû y avoir un incendie de tous les diables ici. Allez, sortons de là. Mir 1 complète l'examen de la coque par bâbord. Une fois de plus, le blindage de la coque semble presque intact, à l'inverse de la superstructure dévastée. Curieusement, des 2 côtés du navire, sur toute la longueur du blindage, seuls 2 projectiles ont traversé la coque. Tous 2 à tribord, indiquant qu'il s'agissait des obus de 406 du Rodney. Au-dessus de la ceinture principale, le blindage, plus léger, a été percé de 2 autres trous de fort calibre. Les vaisseaux britanniques ont lancé 2876 obus sur le Bismarck, dont 700 au moins étaient des obus de 406 et de 356 qui auraient pu perforer son blindage latéral. L'équipe est étonnée de ne trouver que 4 perforations sur toute la longueur du blindage latéral. 4 seulement sur 700. Si les Britanniques n'ont pas perforé le blindage, alors ils n'ont pas coulé le cuirassé. Et les torpilles?
L'équipage du Dorsetshire affirme avoir mis 3 torpilles au but dans les dernières minutes avant que le Bismarck ne s'abîme. Les coups fatals seraient-ils venus de là? Pour trouver des impacts de torpilles, l'équipe a besoin d'examiner la coquille inférieure, en bas, au niveau de la vase. Mac, je vois quelque chose de rudement bizarre ici. Ils ont trouvé quelque chose de stupéfiant sur le flanc du navire. Un trou béant de plus de 3 mètres de long, dont le bord supérieur est parfaitement net. Cette ouverture n'a manifestement pas été provoquée par une torpille. Mais par quoi alors? De part et d'autre du navire, à l'avant comme à l'arrière, on trouve d'autres trous en longueur, au bord coupant comme un rasoir. Aussi invraisemblable que cela paraisse, il manque plus de 40% de la coque inférieure. En fait de réponse, les plongeurs n'ont fait que soulever d'autres énigmes. Je suis pratiquement certain que ce morceau de coque du Bismarck en rouge sur lequel on est tombé, et qui devait faire dans les 25 mètres de long, correspond à cette ouverture, ce qui me donne à penser qu'une partie des dégâts que nous constatons n'ont pas été causés par une torpille, mais par l'impact. J'imagine que le navire descend, touche le flanc de la montagne, la proue la première, se déjette de côté avant de dégringoler la pente. La violence est énorme et la coque éclate littéralement. Des morceaux de coque s'envolent, ils font des dizaines de mètres, puis le bâtiment dérape sur 1 kilomètre le long de la pente pour s'immobiliser en bas. Peut-être ne saurons-nous jamais quels dégâts la torpille a bien pu causer. Seule une exploration détaillée de l'intérieur de la coque à l'aide du robot pourra fournir les réponses. Quand la coque explose, elle le fait aux points les plus faibles. Et ces points faibles pourraient provenir des impacts de torpilles. Sur les trous béants que nous avons là, peut-être y a-t-il un impact de torpille de ce côté et un autre de celui-ci. Il y a peut-être un trou là. À mon avis, c'est bien cela. Oui, la torpille les a bien touchés. On va peut-être pouvoir entrer par ce trou-là. On y va? On est tout au fond là. On est juste à l'endroit où la torpille a explosé. Et la voilà. Voilà notre cloison. Plutôt en bon état. Cela se voit bien, elle n'est ni dentelée, ni perforée, ni gauchie. Parfaitement nette d'un bout à l'autre. On voit que le blindage a résisté aux impacts de torpilles. Il devait y avoir des réservoirs d'eau, de mazout, qui ont fait tampon, de sorte que les impacts de torpilles ne tuent pas ceux qui étaient dans le bateau. La cloison blindée était conçue pour résister aux torpilles, et elle l'a fait. Les fines parois des réservoirs ont été perforées, mais la cloison interne est intacte. Les projectiles ne sont pas entrés au cœur du navire. Si elles n'ont pas noyé l'intérieur, les torpilles n'ont pas pu couler le bateau durant ces quelques dernières minutes. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que nous avons trouvé au cours de cette espèce d'autopsie du vaisseau vient étayer leur dire. Cela explique leur survie, en fait. L'amiral Tovey réduit sans cesse la distance. En fin de compte, il tire pratiquement à l'horizontale. Ironie du sort, le tir à bout portant rend le pilonnage inefficace, parce que la trajectoire des canons reste plate. Les projectiles ricochent sur l'eau ou ne parviennent pas à pénétrer assez bas pour toucher la coque inférieure. Les obus superstructurent et déciment l'équipage sans toucher le cœur blindé. Ils ne coulent pas le Bismarck, ils se contentent de le torturer. Pour échapper à ce cataclysme, l'équipage s'aborde son navire. Le temps passant, Karl, Walter et Heinz comprennent qu'ils devront bientôt se frayer un passage vers l'enfer qui se déchaîne là-haut. Au cours de cette dernière bataille, tout le monde savait plus ou moins que le signal avait été donné d'abandonner le navire. Il n'y avait pas d'itinéraire donné à suivre. On s'est contenté de se joindre à la foule qui se pressait pour sortir. On s'est mêlé aux autres, regardant sans cesse en l'air pour voir s'il n'y avait pas un trou quelque part vers la lumière du jour. À défaut de plan précis, on a tout simplement suivi ceux qui se précipitaient vers la lumière. Je suis passé devant le mess des officiers
mon poste de travail, et tout à coup j'ai vu un puits de lumière et je me suis précipité. « 200 hommes se poussent et se bousculent pour franchir le sas du gaillard d'avant, y compris le premier officier Earl qui avait donné l'ordre de quitter le navire. Un obus transperce le blindage par bâbord et explose au milieu d'eux, tuant presque tout le monde. Ce trou a été fait par un obus qui a tué plus de 100 hommes en un instant. Alors que je montais, je suis retourné chercher quelques effets personnels dans mon casier. Ici se trouvait la porte étanche. Moi, je me tenais là, et un obus a traversé exactement ici. Et je me suis retrouvé sur le derrière, juste là. Je le trouve très juste, ce derrière. Traduction littérale. Ok, sur le cul. Quand je suis sorti sur le pont à bâbord, tout cela était déjà en flammes. Détruit. Il y avait des blessés partout. Comme disait le chancelier Bismarck, la peur coule dans le fer et dans le sang. Littéralement. C'est exactement le chemin qu'a pris Heinz Stig quand il a quitté le navire. Il est sorti ici, à droite. Vous voyez ce conduit de drisse à droite? Il était noyé. Le bâtiment gîtait de ce côté. Ici, le gaillard d'avant était inondé. Le sang coulait le long des ponts. Le sang de ces hommes entassés, blessés, mutilés, morts ou encore vivants. Juste ici. C'était probablement à cause de l'explosion de cet énorme obus à l'arrière, près de la tourelle. Il y a un grand trou dans le pont à cet endroit. C'est ici qu'Heinz a trouvé un de ses amis qui avait eu les jambes arrachées, juste là où il y a le projecteur d'après Heinz. Le type lui a demandé une dernière cigarette et Heinz la lui a donnée. Une fois sorti à la hauteur de Dora, c'était affreux à voir. Il y avait beaucoup de morts. Le pont était rouge de sang. Et comme le bateau donnait de la gîte, l'eau venait clapoter parmi les corps, se mêlait au sang, puis refluait. J'ai donc continué vers la poupe. J'ai rejoint un groupe de 20-25 hommes. Je me souviens qu'il y avait là un certain Reichberg. Il a dit « Ok les gars, maintenant on va gonfler nos gilets de sauvetage ». Puis il a lancé un dernier Heil au peuple allemand et à la patrie. Mais pas à Hitler. Je ne sais pas trop comment on a sauté du pont à bâbord. C'est à ce moment-là seulement que je me suis dit, mon Dieu, ça y est, c'est la fin. Ça pourrait vraiment être la fin. C'est ton tour. Tout le groupe a glissé à l'eau, et je me souviens qu'au début, ils étaient tous autour de moi. Puis ils se sont éparpillés dans toutes les directions et je les ai vus monter et descendre à la surface de l'eau comme des bouchons.
Le Dorsetshire et le Maori se portent au secours des survivants, mais s'éloignent à la vue d'un sous-marin, laissant mourir ainsi 1 millier d'hommes dans l'eau glacée. À bord du Dorsetshire, nous nous sommes rendus compte qu'ils auraient tout aussi bien pu être nos amis, vu la façon dont ils se sont comportés. On n'aurait pas pu être mieux traités. C'est comme ça qu'on traite des amis, pas des ennemis. On voit parfois quelque chose qui pourrait correspondre à un corps, ou bien des vêtements étalés, vous voyez. Mais on ne sait pas, c'était peut-être seulement une botte, ou peut-être un homme. On ne peut pas savoir parce que les restes disparaissent. Il n'y a que le cuir qui reste. Michael Weiss, tout le monde se tient prêt pour la lecture de la plaque. À vous. Zum Gedenken den Tausenden von jungen Männern, die hier starben. À la mémoire des milliers de jeunes gens qui sont morts ici et des milliers qui sont morts en combattant ce puissant cuirassé, que cette épave soit leur monument et un monument à la folie de la guerre. Ici le Keldysh. Nous accusons réception de votre message. Walter voudrait dire quelques mots en retour. Reçu. Nous, les bienheureux, nous saluons ceux qui ne sont plus parmi nous, ceux qui n'ont pas pu rentrer au pays. Depuis 61 ans, leur dernière demeure est au fond de l'océan. Qu'ils y reposent en paix. Camarades, nous ne vous oublions pas. Nous nous souviendrons de vous, espérons-le, en temps de paix. Avez-vous bien reçu le message? À vous? Oui, très bien. Merci pour ces quelques mots, Walter. Les grands navires de guerre se sont éteints, comme le règne des dinosaures, mais uniquement parce qu'ils ont été remplacés par des armes plus terrifiantes. Le Bismarck est en faction dans le monde sous-marin, abritant aujourd'hui d'inoffensives créatures. Il nous rappelle pour toujours ce temps où le monde était devenu fou.